En 2016, par une chaude après-midi du mois d'août, j'ai rejoint Anna Alprin pour un déjeuner en plein air dans sa maison de Kentfield. Assise sur sa terrasse située à l'arrière de la maison, dans la salle d'été grillagée flottant au-dessus de la colline en pente et ombragée par des séquoias, je me suis tournée vers elle et lui ai demandé « Anna, quelle est la chose la plus importante de votre travail dont vous voulez que l'on se souvienne ?» Sans une pause, elle a répondu que notre travail, à Larry et moi-même, n'est pas en lien avec la nature. Nous sommes la nature. Mon héritage me tient à cœur, a-t-elle poursuivi. Je veux être sûre que les gens comprennent pleinement l'intérêt que je porte à la nature et à l'effet de la nature sur les corps. J'aimerais profiter de cette occasion de réflexion sur la vie d'Anna pour honorer cette requête. Pour mieux réfléchir à ce qu'être la nature peut signifier dans l'œuvre d'Anna et de Laurence Alprin et à cette empreinte du paysage californien qu'ils ont laissé dans l'art américain. Comment cette intention apparemment simple, qui consiste à recentrer le corps dans la nature, a-t-elle redéfini les orientations de la danse et de l'urbanisme à l'international pour toute la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'à nos jours? De leur vivant, tous deux ont été célébrés comme des artistes de premier plan, mais avec le décès d'Anna le 24 mai, à quelques semaines de son 101e anniversaire, il est désormais possible d'esquisser une vision exhaustive de leur héritage artistique commun. Comme Anna et Larry l'ont fait si souvent au cours de leur vie, nous allons commencer à l'extérieur. Tout au long de la vie longue et remarquable de ce couple célèbre, le plein air a été leur plus fidèle collaborateur et leur plus grande source d'inspiration. Je suis convaincue que c'est précisément le paysage californien qui leur a permis d'être si profondément touchés par la nature et sa temporalité. Leur héritage culturel, en tant que juifs américains, elle était issue de la première génération, et le moment de leur rencontre ont également joué un rôle. Ils sont arrivés à San Francisco quelques jours après la fin de la Seconde Guerre mondiale, prêts à devenir acteurs du changement suite à leur rencontre avec la philosophie de Bauhaus et son apologie de la participation sociale et de l'élimination de l'élitisme artistique. Ils se sont établis professionnellement en tant qu'artistes dans la région de la Bay, alors que les révélations sur l'ampleur des horreurs de l'Holocauste se répandaient. Rapidement, ils ont commencé à façonner leur discipline avec des programmes avant-gardistes de libéralisme et de justice sociale, y incorporant l'appel hébreu pour les Juifs à vivre des vies de responsabilité sociale afin de réparer le monde. Cette philosophie de la nature a eu une influence sur leur vie à plusieurs niveaux. Pendant 69 ans, leur maison familiale a été une structure moderne compacte en bois rouge et en verre, perché sur un site boisé spectaculaire de 3 acres que Larry avait choisi sur le flanc du mont Tamalpais, dans la banlieue cossue de Kentfield, dans le comté de Marin. Ce site offre une vue panoramique s'étendant de la baie de San Francisco jusqu'à Berkeley, révélant ainsi un développement urbain en cascade au sein d'un cadre naturel époustouflant. Pour les deux Alprin, la nature et les tensions qu'elle sous-tend n'est jamais une simple toile de fond. Cet espace était donc dans la nature et on y ressentait continuellement sa présence comme cadre dynamique et mouvant à travers les murs de verre des pièces de la maison et la terrasse de danse ouverte. Cette terrasse, une plateforme en bois située dans la maison, sous la maison dans un bosquet boisé et à laquelle on accède par un escalier en planche, était l'espace qu'Anna privilégiait pour dispenser ses cours et pour se produire. Larry et le concepteur d'éclairage Arch Lauterer l'ont conçu en saillie sur le flanc abrupt de la colline, à 30 pieds dans les airs, au-dessus de bosquets descendants de madrones, de séquoias, de lauriers
et de chênes. La nature était une partenaire, un mentor, un modèle pour les alprines. Leur travail et leur pédagogie étaient conçus pour amener les gens à faire l'expérience directe des plaisirs sensuels de la puissance du paysage et des processus écologiques. Après la mort de Larry, en 2009, Anna a déclaré à propos de son travail: « Son talent consistait à comprendre le potentiel singulier et naturel de lieux particuliers. Chaque décision concernant l'impact humain et environnemental était étudiée avec une attention méticuleuse aux détails. » En effet, pour les deux alprines, il ne s'agissait pas seulement de passer du temps dans la nature. Ils l'étudiaient avec une intensité incarnée, viscérale et analytique, habituellement utilisée pour étudier une grande œuvre chorégraphique ou architecturale. Et c'est ainsi qu'elle fonctionnait pour eux. Voici donc à l'écran une image d'Anna sur la terrasse et de Larry dans ce qui deviendrait plus tard Sea Ranch. L'idée de présenter l'héritage d'Anna et de Larry a toujours été difficile à réaliser de leur vivant. Tous deux ne cessaient d'inventer et d'être productifs. Ils ont toujours traversé librement les clivages disciplinaires traditionnels dans le domaine des arts. Leur travail se situait également au croisement des politiques sociales. Et ceci était rendu possible par leur situation financière, les privilèges de classe et le développement urbain, mais dédié à la promotion d'une relation réciproque entre les gens et des environnements plus vivables. C'était donc un défi de les suivre, sans parler de contextualiser leur travail. Tous deux sont restés étonnamment productifs jusqu'à la fin de leur vie. Comme Larry aimait citer Frank Lloyd Wright, il se plaisait à dire « Ce qu'un homme fait est ce qu'un homme est ». Voici une image donc d'Anna dans un spectacle en Israël et de Larry en 1989 quand il travaillait au parc Yosemite. Outre le catalogue de chorégraphie et les monuments urbains que les grands artistes de la danse et du design environnemental ont l'habitude de laisser derrière eux, les alprines ont laissé un autre héritage plus durable, leur processus. Plutôt que de se contenter de faire figurer l'impact social comme une fioriture à la fin de leur travail, ils ont conçu le design, dès ses premiers processus, comme une démarche visant à atteindre et à développer la vie intérieure des gens. Au cours des 70 années de danse d'Anna et de design environnemental de Larry, les alprines ont fait du paysage un objet de recherche et ont puisé dans les rythmes de la nature pour façonner leur processus. Dans leur travail de terrain, ils se sont fait conservateurs du temps biologique, en observant par exemple comment un rideau d'eau tombe en cascade sur une falaise ou comment un corps trouve son équilibre en dévalant une pente raide. Puis, dans le studio, ils ont ralenti le temps en manipulant ces découvertes de terrain, en les traitant dans les ateliers, pour finalement les comprimer et les distiller dans la vivacité de la performance, comme un éveil écologique. Entre leurs mains, l'environnement de la Californie s'est transformé en un modèle d'engagement esthétique, social et civique. Ils ont joué avec le temps, qui est devenu un support vital et élastique dans leurs travaux. Ils ont également jonglé avec les tensions entre l'aspiration à une esthétique radicale et l'inclusion du groupe et la nécessité d'exercer un contrôle d'auteur sur le produit final. Comme Anna et Larry se sont beaucoup inspirés de la nature, on ne peut pas dire qu'il y ait de frontières définitives entre les étapes qu'ils ont franchies, de la découverte au processus, puis au produit final. Dans les années 60, ils ont travaillé en collaboration pour codifier ces processus archétypaux de la nature sous le nom de cycle RSVP.
Il s'agit d'un processus de création de design susceptible de fournir une expérience parallèle à la composition de la nature en permettant à R, ressources, d'alimenter un plan de conception S, score, et de le suivre jusqu'à la forme finie de P, performance, qui est évaluée par V, value action. Nous allons donc maintenant parler des différentes étapes du processus. En commençant donc par le travail de terrain. Attentifs au tactile, au sonore et au kinesthétique, ils ont travaillé en plein air toute l'année. Avec le temps, cette immersion dans la nature les a amenés à s'éloigner de l'art à dominance visuelle. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la manière dont l'espace, les formes et le temps affectent notre capacité à percevoir les informations sensorielles et sur la manière dont l'ajustement de ces éléments peut favoriser une participation immersive aux environnements. Alors qu'ils ressentaient la nature avec tout leur corps, Anna dans les improvisations avec des branches d'arbres tombées et des répétitions menées sur une terrasse jonchée de feuilles et gommée par la pluie, et Larry lors de longues randonnées dans les Sierras et de journées passées à camper et à dessiner, ils ont décidé de repousser les limites de l'art. Ils se sont rapprochés en concevant leur art comme un théâtre civique interactif qui aspire à transformer la vie des gens. Voici donc une photo d'une cascade que Larry a créée qui ressemble à ce qu'il avait vu dans les Sierras. Pour Larry et Anna, il est évident depuis leur début que le spectacle qu'offrent les paysages avait ses propres rythmes, comme en témoigne sa description de l'écologie variée de la Californie lors d'une de ses premières conférences de 1957. La Californie commence au bord de l'eau du Pacifique avec de grandes falaises de roches sculptées. Elle se déplace ensuite vers l'intérieur des terres à travers une chaîne côtière de collines ondulées couvertes de chênes verts et de chaparral. À l'intérieur des terres, les chaînes côtières s'aplatissent et finalement, elles grimpent rapidement dans la chaîne de lumière, ce grand couteau à pointe relevée de rochers, de petits lacs glaciaires et de prairies de montagne appelées la Sierra Nevada. Tous ces changements se produisent sur un espace relativement restreint, de sorte que nous sommes particulièrement conscients de ces paysages changeants dans l'environnement qui nous entoure. La description de Larry révèle sa vision de la nature qui danse en fait elle-même et chorégraphie les mouvements de ceux qui la traversent. On peut percevoir que Larry extrait de cette expérience de la nature une nouvelle approche du design en tant que création d'espace qui façonne la vie. Il intègre de plus en plus des environnements variés pour le corps en mouvement, construisant des paysages qui renforcent le respect de la nature et rendent plus modeste la présence de l'humanité en son sein. Un exemple de cette période est cette séquence de Portland Open Space développée entre 1965 et 1978. Cette séquence de 8 pâtés de maisons, bordés d'arbres et destinés aux piétons, fonctionne comme une mise en scène du paysage californien avec des contours topographiques, un interlude verdoyant et des fontaines qui font écho aux échelles à saumon du fleuve Columbia, aux montagnes des cascades de la Sierra, aux pyramides mésoaméricaines et aux mésas et falaises du sud-ouest américain. Larry a qualifié la Lovejoy Plaza de théâtre où les événements peuvent se produire. J'espérais qu'ils utilisent l'eau, escaladent la cascade, pataugent dans la piscine, écoutent les sons et utilisent ensemble de la composition comme une structure de jeu géante qui améliorerait et viendrait enrichir l'activité ordinaire de la vie quotidienne du quartier, a-t-il déclaré. Lorsque les Alprines ont commencé à s'intéresser à la nature en Californie du Nord comme matériel de recherche pour leurs œuvres, la réflexion sur l'environnement était davantage une préoccupation culturelle et esthétique que politique.
Cela leur a permis, dans un premier temps, de faire preuve d'une certaine innocence ou d'une certaine pureté de méthode, en mettant l'accent sur le caractère matériel plutôt que sur les aspects décoratifs ou encore sur leur crainte d'un désastre écologique, qui viendrait plus tard. Le paysage, en tant que force créatrice, était un élément présent pour Anna et Larry avant même leur arrivée en Californie. Le séjour de Larry, alors jeune adolescent, dans un kibbutz en Israël, a souvent été cité comme un moment déterminant pour lui, car il comprit à ce moment à quel point la vie sociale des communautés est étroitement liée à la terre. Anna était issue d'un système scolaire public de Winnetkakta, dans l'île Illinois, qui s'inspirait de l'apprentissage par expérimentation du philosophe John Dewey et de sa conviction que les écoles sont des communautés où les tâches et les problèmes de la vie réelle doivent servir à développer la capacité des individus à contribuer à la société. Pour tous les deux, la nature et le plein air ont également fait partie de leur vie universitaire à l'Université de Wisconsin au Madison, où Larry a étudié la botanique en tant qu'étudiant de master avant d'obtenir un diplôme d'architecture paysagère à Harvard. C'est là qu'il a étudié l'esthétique de Bauhaus, de Walter Gropius et sa pédagogie, consistant à associer les beaux-arts et les arts pratiques pour provoquer un changement social. À l'Université de Washington, Anna a étudié la danse avec Margaret Dobler, qui mettait souvent en scène ses étudiants en plein air. C'est également elle qui lui a inspiré la technique de bander les yeux de ses élèves dans le studio de danse afin de leur permettre de déplacer leur attention vers l'intérieur pour des excursions métaphoriques afin de faire l'expérience des mouvements de leurs membres. Anna et Larry se sont mariés en 1940 alors qu'ils étaient encore tous deux étudiants à l'Université de Washington. Ils se sont séparés quand Larry s'est engagé dans la marine, mais se sont retrouvés en 1945 alors qu'Anna a quitté la côte Est pour le rejoindre à San Francisco à la fin de la guerre. Ils ont déménagé à l'Ouest pour débuter leur vie, leur travail, leur famille. À partir de là, les trois se sont toujours un peu mélangés. Peu de temps avant de partir pour l'Ouest, Anna anticipait déjà l'impact de l'environnement sur sa carrière de danseuse. Maintenant, je suis contente d'aller en Californie. Je veux qu'on me laisse tranquille, vivre une vie normale et pleine de ressources, avec un contact avec le sol et le pouls des gens ordinaires. Je ne suis aucunement intéressée par les acclamations, je suis seulement intéressée par la création, à partir du sol et des gens, d'une danse saine et fraîche, vivante et vitale. J'en ai tellement marre de la danse new-yorkaise. Elle est névrosée, excentrique et, dans bien des cas, périmée et dans la plupart des cas, sans inspiration. Je ne suis pas prétentieuse, je ne dis pas que je peux faire mieux, mais je dis que New York elle-même engendre une sorte de danse déformée. À New York, la danse moderne, sous la direction de Martha Graham, était l'esthétique dominante relayée par une hiérarchie, top-down, conçue pour transférer à chaque élève les mouvements que Graham faisait sur son propre corps et pour les préparer à exécuter ses propres danses autobiographiques. Doris Humphrey, la contemporaine de Graham, avec qui Anna a étudié, travaillait de la même manière que la majorité de cette première génération de danseurs modernes. L'objectif d'Anna, de créer une danse fraîche à partir du sol, fait écho à l'idéalisme kibbutznik de Larry. Dans les années 1960, les Alprin dirigent une série d'ateliers légendaires, Experiments in the Environment, dans leur maison de Canfield dans le Marine à San Francisco et dans le lotissement côtier de Californie du Nord, Sea Ranch, sur la côte du comté de Sonoma. Axés sur la danse et l'architecture paysagère, ces ateliers, organisés en 66, 68 et 71, furent conçus pour aider les gens à faire l'expérience du mouvement et des espaces d'une manière nouvelle et inattendue, en donnant aux concepteurs et aux danseurs qui ayant pu y participer une nouvelle perspective sur leur place dans le monde. Alors que les
Alprines partageaient et précisaient leurs méthodes afin d'abolir les frontières entre intérieur et extérieur, entre ce qui le trouvait dans la nature et ce qui était fait par l'homme, entre le temps linéaire du travail de terrain et de la recherche, le temps du processus lent et le temps comprimé de la performance. Il enseignait que le mouvement conçu, l'environnement conçu et la structure de la nature ne sont soumis à aucune séparation stricte. Au fil du temps, ils ont amené des centaines de personnes à faire l'expérience de l'environnement, du corps humain et de la résistance au temps accéléré de la technologie, comme faisant partie de l'expérience humaine. Les ateliers des Alprines ancrent les communautés dans leurs environnements naturels, construits et affectifs par le biais de marches de confiance, les yeux bandés, de dessins d'autoportraits, de marches de sensibilisation, de construction collaborative de villages en bois flottés, de rituels construits, y compris l'utilisation de la nudité et d'autres approches pluralistes de la création artistique. Les découvertes se déroulaient dans le temps lent de la nature, obligeant les participants à porter une attention accrue au monde extérieur et en exerçant leur flexibilité et leur adaptabilité. En brouillant les frontières entre la nature et l'art et les conceptions distinctes du temps dans chacun d'entre eux, leur travail a cherché à comprendre comment la danse et le design pouvaient être plus proches de la vitalité et de l'expérience temporelle de la nature. Qu'est-ce qui provoque une issue créative plutôt qu'une solution prédéterminée ? Comment y parvenir ? Cette photo de nu décontractée est l'une des images les plus emblématiques des ateliers Alprines, mais elle a trop facilement été rangée comme un témoignage de leur appartenance à l'élan progressif de libération sexuelle, symbolisant l'ouverture, la vulnérabilité et le naturel. Cependant, en considérant le contexte de la Californie des années 60, cette utilisation du corps nu dans la nature permet de relier leur héritage à une dimension politique plus complexe de la culture suburbaine de la guerre froide et à son voisinage avec le naturisme domestique. La Californie était ici à l'avant-garde et il était plutôt banal que le sujet de photos dans des magazines grand public soit des bains de soleil de couples hétérosexuels blancs dans des patios privés fermés, comme idéal de vie naturelle dans une architecture moderne et incarnant un corps libre dans un style de vie moderniste. À la jonction de ceci et de l'éthique de la contre-culture de San Francisco à l'époque, les Alprines ont expérimenté des méthodes pour concevoir un corps naturel tout en conciliant les environnements urbains et ruraux. La nudité désérotisée apparaît dans une variété de contextes dans leur travail de cette période. Dans les ateliers à Canfield et à Sea Ranch, et au moins dans un cas dans une réunion formelle dans leur maison. Lorsque j'ai montré cette photo à Anna en décembre 2019, elle a ri de bon cœur. « C'est tellement drôle », a-t-elle dit, en regardant en arrière maintenant, à 99 ans, à ce qui était autrefois un geste radical et qui semble aujourd'hui cocasse tant il paraît naïf. Tout au long de leur vie, les Alprines ont également poursuivi séparément leur travail et leurs recherches dans la nature. Dans les années 60, Larry se rendait chaque année dans les Sierras californiennes pour de longs séjours estivaux de randonnée et de croquis dans la nature avec ses deux jeunes filles, Daria et Rana. Daria est sur la photo. À la même époque, Anna donnait ses propres ateliers d'été à Canfield. Il s'agissait de leçons sur les manières de se consacrer à la nature et de recueillir des données kinesthétiques à partir d'une observation attentive. Sous sa tutelle, les étudiants ont appris à manipuler le temps à travers ces découvertes, du temps lent de l'observation au temps dense de la performance. Ces exercices ont permis aux étudiants de découvrir comment récolter les possibilités de performance à partir de jeux d'enfants, de rencontres psychologiques
et d'actions et d'objets quotidiens prosaïques, comme ceux résultant du balayage répétitif de la terrasse extérieure par Trisha Brown avec un balai lors de l'atelier de 1960, ou d'Yvonne Rainer lors du même atelier d'été, vidant lentement le contenu de son sac à main en guise de danse. Au cours de ces premières années, le travail de terrain, le processus et la performance pouvaient s'entremêler, semblant se dérouler simultanément. Le travail de terrain devenait une performance. Un exemple concret est Hangar, filmé en 1957 dans un hangar à avions en construction à San Francisco dans l'aéroport. Il s'agit de la première séquence de performance d'Anna utilisant un paysage naturel et construit pour enregistrer le mouvement humain. Le clip comporte également une cérémonie de notre processus et son bref solo sur le pont. J'essayais d'obtenir quelque chose de plus basique, de plus humain. Et j'y suis parvenue en utilisant des mouvements de tous les jours. Quand vous êtes danseur, votre corps est comme un instrument. Dans le corps se trouve tout ce que l'on est. Maintenant, allons vers la deuxième partie, le processus. Le processus est une étape curieuse et amorphe de la fabrication d'un objet esthétique, habituellement la plus privée et généralement la plus cachée. C'est là qu'un certain chaos est toujours présent. Dire que l'héritage des Alprin est le processus, c'est célébrer leur confort avec l'inconfort et l'incertitude. Tous deux ont travaillé sur des supports qui changent et disparaissent, des corps vivants et des espaces publics soumis à l'évolution des sentiments et des besoins civiques. Cela a permis de ne plus se focaliser exclusivement sur les objets qu'ils ont créés, mais sur le comment et le pourquoi de leur manière de faire de l'art, procédurale et participative. À la recherche d'une relation plus profonde entre l'art et la vie, et des moyens de favoriser des résultats plus créatifs dans le processus de conception, Larry et Anna ont réévalué leur conception de ce que l'art devrait pouvoir faire. Et voici donc une citation de Larry. « Mes rêves et rêveries sont peuplés de paysages, de rochers, de fissures, de plateformes et d'affleurements, à travers lesquels des personnes entament des processions solennelles. Ils se rencontrent à travers une chorégraphie lente et articulée minutieusement au sein de décors de théâtre. » Lorsque les Alprin ont importé le temps de la nature dans leur processus, le message était que les mondes naturels et urbains regorgeaient de partitions prêtes à être découvertes. Comme ici, dans la Blank Placard Dance de 1970, une protestation active et passive qui mettait en scène la San Francisco Dance Workshop, les membres de ceux-ci, dans une image de protestation typique, manifestation typique de l'époque, mais au lieu de slogans politiques, ces danseurs manifestants portaient tous des affiches vierges. Le fait de marcher en portant une pancarte vierge devient alors une chorégraphie de manifestation et de protestation et de répression des rassemblements publics de ce type. La leçon que l'on y en tire, toute expérience peut être une donnée pour l'art. Leur travail de recherche basé sur la pratique était un processus perpétuel d'interdisciplinarité et de collaboration entre les formes d'art et d'architecture paysagère et de la danse, le public, le privé et le politique. Une profonde hybridation de ces disciplines. Tous deux croyaient profondément que leur art avait la responsabilité d'optimiser la vie publique à travers la création artistique en tant que processus participatif pour une diversité de citoyens. Ils ont affiné leur processus pour essayer de rendre plus inclusives les étapes de découverte, d'invention, de conservation pour des communautés qui habiteraient les résultats. Pour tous les deux, il y avait une politique sociale implicite dans leur travail.
Larry s'efforçait d'atténuer les dommages civiques causés par les centres commerciaux et les politiques fédérales de rénovation urbaine, qui, comme le note l'historienne de l'architecture Alison Hirsch, ont coupé les racines profondes qui avaient ancré les communautés dans leur environnement physique. L'approche d'Anna en matière de création artistique tentait également de remédier à l'aliénation et à l'éloignement émotionnel et physique de l'après-guerre, avec ses angoisses liées à la conformité et ses inhibitions autour du corps sensuel. Un exemple est son œuvre de 1966, The Bath, qui utilise les improvisations des danseurs avec l'eau et leur corps pour explorer des actions quotidiennes comme se baigner, se tremper, verser, en réponse à l'intérêt d'Anna pour clarifier les relations en se concentrant sur des actions ordinaires. En lisant ces actions, elles disent ce que nous ressentons les uns pour les autres. De même, l'eau est une ressource dynamique dans les grands projets urbains de Larry, en raison de ce qu'il appelle le besoin atavique de participation qu'elle déclenche. Vers la fin des années 60, alors que l'optimisme de la première décennie s'estompe, Anna commence également à expérimenter le traumatisme des environnements urbains dystopiques. C'est 10 mythes, 10 Myths, mis en scène en 1967 dans son studio du 361 Divisadero Street, font du public le participant d'un assaut sensoriel dans le mythe appelé Atonement. Les spectateurs devaient se tenir debout ou s'allonger à même le sol, sans réagir, devant un mur de titres de journaux face à des lumières aveuglantes. Dans un autre espace, les frontières personnelles étaient violées car on demandait au public de se toucher intimidement le visage d'inconnus. Vers la fin de la décennie, la question raciale devient un sujet explicite dans leur processus et dans leurs œuvres. Et là, les politiques se compliquent et les enjeux émotionnels sont trop lourds pour qu'on se contente d'un processus ouvert. Anna a donc fait appel au psychologue Paul Baum, tout comme Larry l'a fait pour l'étape du processus de certains de ses projets. En réponse à l'assassinat de Martin Luther King en 1968 et aux émeutes de Watts en 1965, Anna a accepté une invitation de travailler avec les acteurs du studio Watts. Créant ce qu'elle appelle son groupe multiracial, elle a passé plusieurs mois à faire la navette entre San Francisco et Los Angeles, alors qu'elle et ses danseurs étaient en création pour Ceremony of Us. Cette œuvre d'une heure, qui retrace le processus de sa propre création à partir d'une série de situations de jeu entre les acteurs afro-américains de Watts et les San-Franciscains blancs et asiatiques, a fait entrer les tensions des quartiers défavorisés des États-Unis sur la scène du Mark Taper Forum à Los Angeles. Expérience vécue visant à effacer les frontières, les interdits et les tabous, Ceremony of Us est devenue une reconstitution involontaire des divisions sexuelles, raciales et de classe, comme c'était le cas pour tant d'œuvres de cette époque qui prenaient conscience de la question raciale. Ceremony of Us aspirait à entreprendre le même travail de réparation sociale que les projets urbains de Larry. Cependant, avec la danse, il était finalement impossible pour les interprètes de sortir des cadres sociaux et de la conscience racialisée qu'ils s'efforçaient de traduire en actions dansées. Dans Ceremony of Us, le travail de terrain était intérieur. Des voyages intimes dans les paysages sensoriels des vies des Noirs des quartiers de Watts et ceux des hippies blancs embourgeoisés dans le Haight-Ashbury de San Francisco. Le processus était visible puisque les jeux et les incitations à produire des séquences de performance à destination des interprètes étaient intégrés dans l'œuvre finale. Le travail de Larry et Anna a tempéré le temps, permettant aux dynamiques personnelles, qui passent à toute vitesse dans la vie quotidienne, d'être revisitées avec une attention ralentie. Avec Larry et Anna, je pense que cette intersection et ce flux d'influence de leur travail au cours de leur décennie de vie commune constituent un scénario de vie.
ou pour utiliser le mot qu'ils préfèrent tous les deux, un marquage de vie. Tous deux ont travaillé à façonner des individus moralement présents, prêts à participer activement à la vie physique et sociale des villes. Et maintenant la dernière section, la performance et le temps comprimé. Et voici une image d'Anna. Au cours de ces dernières décennies de vie, Anna, j'ai vu des danseurs du monde entier demander l'autorisation de reconstituer ses œuvres. Ses parades In Changes, Blank Packer Dance, 10 Myths, The Courtesan and the Crone, Five-Legged Stool. Et voici quelques exemples de reprises de Anne Collard et Shahar Oshin. À plusieurs reprises, c'était le processus de réalisation de ces œuvres, la partition, la feuille de route des ressources et des intentions qu'elle leur fournissait qui constituait l'artefact le plus marquant de l'œuvre. Et sans surprise, ces reprises n'ont jamais été aussi convaincantes que les originaux d'Anna. La seule exception à cette règle est Planetary Dance, un rituel d'une journée pour la paix, qui est en fait sa partition. Sa reconstitution en direct est une capture de ce qu'un jour, une heure et un lieu particulier, ses participants ont choisi d'apporter à sa structure. En épitomisant le travail d'Anna dans la nature, il est façonné sur le temps du corps, ses rythmes sont les pas et la pulsation de la respiration pendant la course, et lorsque les joueurs s'essoufflent, il se termine avec des corps haletants qui se rapprochent. Pour Anna, le chemin qui mène à la création d'une œuvre, plutôt qu'à l'artefact d'une danse ou d'une performance, a longtemps été l'aspect le plus reproductible de son œuvre. Il est temps de reconsidérer que c'est là que réside également son style esthétique et son influence. 12 ans après la mort de Larry, certains spécialistes de l'architecture commencent à considérer son héritage comme non pas l'œuvre construite qu'il a laissée derrière lui, mais le processus créatif qu'il a développé et déployé. L'historienne de l'architecture Alison Urch affirme que le processus créatif de Larry, ainsi que ses nombreuses théories, sont les moteurs de l'aménagement paysager et urbain d'aujourd'hui. Les processus de Larry et Anna sont l'artefact le plus tangible de leurs notes. Pour tous les deux, les scores étaient un moyen d'enrichir leur travail plutôt qu'une solution immédiate au problème, donc les retranscriptions. Et voici donc le Parades and Changes. Tous deux étaient des penseurs visuels. Larry était toujours en train de faire des croquis ou de peindre. Anna a également utilisé le dessin dans ses ateliers, dans les autoportraits que les participants ont dessinés comme des cartes dans leur paysage intérieur qu'ils dansaient par la suite. Les partitions magnifiquement dessinées de Larry retracent également ses danses, fournissant des feuilles de route à ceux qui cherchent à les remonter. L'exemple le plus légendaire est Parades and Changes de 65. Les deux séquences les plus célèbres de la danse et les plus fréquemment reprises sont les séquences de déshabillage, déshabillage et habillage et de déchirement du papier. Ici, l'action fonctionnelle consistant à enlever et remettre ses vêtements de manière répétée, puis à déchirer lentement de grandes longueurs de papier brun, constitue une série d'actions qu'Anna encadre comme une danse virginale. Le paysage sur lequel se concentre l'œuvre est celui du corps nu qui passe d'un état de visibilité à un autre, masqué par l'uniforme à col blanc, d'une chemise blanche et d'un costume sombre. Je vais vous montrer une petite partie d'un film que Larry a fait en 1965. La partition musicale originale commandée à Martin Subotnick avait spécifié qu'une radio devait être réglée sur une station locale pour cette séquence, de sorte que tout ce qui se passerait sur les ondes constituerait l'accompagnement. Pourtant, quelque chose a fait que Downtown a été retenu comme paysage sonore pour le tournant de Halperin vers la nudité.
Et c'était donc la chanson populaire de Petula Clark. Mais pourquoi une chanson pop populaire sur les déconnexions sociales au milieu de corps danse est devenue le thème musical? Je vais vous laisser regarder un petit peu de cette séquence avec le son. Ces chœurs qui se déshabillent au son de la complainte urbaine de Petula Clark évoquent précisément l'isolation et l'aliénation dans les villes que les créations de Larry s'efforçaient d'amoindrir et de réparer. Voici donc une répétition de Parents and Changes. Et vous allez entendre Anna parler de processus. Tout le monde commençait à se dévêtir et je pouvais entendre que la respiration du public se faisait de plus en plus bruyante. Et je pouvais entendre le public chuchoter. « Non, ils ne vont quand même pas faire ça. Oh, ils l'ont fait !» Les pauvres danseurs étaient tellement loin de s'imaginer cela. Vous savez, on était si naïfs à propos de cela que cela a vraiment bouleversé nos danseurs. Dans Parades and Changes, ils s'habillent et se déshabillent 3 fois. Ce qui enthousiasmait vraiment le public, c'était de ressentir de manière intuitive le processus se dérouler. C'était le processus de retirer ses chaussures et le processus de se déshabiller. Au cours des années suivant la mort de Larry en 2009, Anna a créé une série de danses. Elle a fait son deuil en revisitant le corps nu dans la nature comme terrain de recherche. En reprenant cette nudité qu'elle avait inaugurée 50 ans plus tôt, elle a conçu sa danse dans Song of Songs pour réfléchir au corps sensuel et à l'amour dont elle se souvenait dans sa vie avec Larry. En 2015, elle a achevé ce cycle de commémoration avec Awaken. À Sea Ranch, le domaine de Larry qui se situe sur les côtes accidentées du nord de la Californie, ce travail représente le travail de terrain et le processus comme performance. Awaken est aussi une danse de transcendance, une réunion du corps en mouvement avec la nature et du corps sensuel avec l'environnement. C'est un mariage de ces deux médiums que ces artistes exceptionnels ont passé leur vie à nous apprendre à expérimenter à nouveau. Je me nourris continuellement des cycles de la vie que j'observe dans la nature, m'a confié Anna lors de la célébration de son 80e anniversaire. Cela me donne un sentiment d'éternité. Ils étaient des guides qui partageaient une même curiosité et une même innocence alors qu'ils avançaient dans leur foi en la façon dont le monde et l'humanité fonctionnent. Les artistes majeurs peuvent s'estimer heureux si leur œuvre leur survit, mais rares sont ceux pour qui les étapes désordonnées du processus et de la révision perdurent avec la même vitalité que leur art. Anna et Larry occupent une place unique en tant que couple précurseur de l'américain, dans la mesure où ils ne sont pas tant les objets qu'ils ont laissés que le processus pour y parvenir, sur lesquels reposera désormais leur réputation future. En abandonnant tant de choses à l'ordre du monde naturel, il s'avère qu'ils ont récolté et mis en mouvement bien plus encore. Merci.